Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. La chaîne d'approvisionnement, la supply chain va rester encore tendue cette année. C'est une des principales inquiétudes des chefs d'entreprise. On en parle quasiment quotidiennement sur ce plateau. Notre invité, Laurent Giordani, associé fondateur de Q Associés. Vous avez fait une étude qu'on révèle ce matin sur notre plateau sur BFM Business. On croyait franchement les problèmes d'approvisionnement un peu derrière nous, que 2023, c'était une sorte de normalisation. Non, il y a encore des tensions très fortes. Alors exactement, il y a encore des tensions très fortes. On en est à la 4e édition du baromètre des risques supply chain. Ça a vocation tous les ans à mesurer quelles sont les expositions des entreprises, à mesurer l'évolution d'une année sur l'autre. Et force est de constater que 2023 risque fortement de ressembler à 2022 en termes de tensions sur la chaîne logistique, sur la supply chain en général. Alors justement, on en parlait à l'instant. Il faut expliquer à Nicolas Dos ce qu'est un talent. Mais c'est vrai que le principal frein peut-être des chaînes d'approvisionnement et des industriels, c'est justement les compétences, la main-d'œuvre, avec des taux de chômage très bas dans tous les pays. Alors c'est pas la seule cause, mais ça en fait grandement partie. Effectivement, quand on regarde le classement que les entreprises nous font de leurs préoccupations pour 2023, le manque de capacité arrive en tête. Le manque de capacité, il est lié au tissu industriel tel qu'il existe. Il est lié aussi effectivement à des problèmes de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs qui empêchent de répondre à la demande. On a un autre facteur de risque qui est évoqué par les entreprises, qui est celui de la hausse des coûts. La hausse des coûts de l'énergie, la hausse des coûts des matières, la hausse des salaires aussi, qui va un peu de pair avec le point que vous évoquiez. On a le cyber qui... Oui, ça monte énormément. Alors ça monte, ça prend une tournure un peu différente des années précédentes, au sens où les entreprises, les grosses en particulier, ont massivement investi sur le sujet. Donc aujourd'hui, leur talon d'Achille, c'est plutôt leur réseau de sous-traitants, souvent composé de PME, PMI de plus petite taille, qui n'ont pas encore fait leur mue par rapport au risque supply. On a l'impression quand même que sur le risque cyber, il y a la question des infrastructures, il faut s'équiper, il faut investir, mais il y a un risque humain. C'est-à-dire qu'un salarié, ça peut vous mettre l'entreprise par terre parce qu'il n'est pas bien formé à la question du risque cyber. Oui, les spécialistes sur le sujet s'accordent à dire que la majorité d'ailleurs des problèmes proviennent d'une erreur humaine à la base, d'où effectivement la nécessité de former. Ce qu'il faut bien voir par rapport à la supply chain, c'est qu'on est sur des modèles qui sont largement imbriqués, avec énormément d'intervenants, et on pense souvent le risque cyber comme étant un virus qui va se propager tout au long de la chaîne. Majoritairement, le risque cyber, ça va être effectivement un virus, mais qui va arrêter un élément de cette chaîne avec exactement les mêmes conséquences pour tout le reste. Alors on dit beaucoup depuis des mois avec la crise de la pandémie, les problèmes d'approvisionnement, qu'on va régionaliser les chaînes d'approvisionnement, que la fin de la globalisation nous est annoncée. Est-ce que c'est vrai? Concrètement, est-ce qu'on va multiplier, on va dupliquer les chaînes d'approvisionnement, l'Atlantique Nord, l'Asie, etc. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors c'est fatalement plus compliqué que ça, donc c'est vrai, mais pas partout et pas quoi qu'il en coûte. D'une part, parce qu'on va distinguer des secteurs qui sont considérés comme stratégiques, qui remettent en cause la souveraineté nationale de la France, de l'Union européenne, pour lesquels il va y avoir une volonté de rapatrier... Donc une duplication. De rapatrier des compétences. Les batteries électriques, les semi-conducteurs. Le domaine de la santé, le domaine de la défense, tous les domaines qui vont être considérés comme... appartenant à la souveraineté des nations. Et puis après, on a le secteur marchand où là... On diversifie en fait, c'est tout. Oui, on diversifie, on relocalise quelque part pour être un peu moins dépendant de la Chine en particulier, qui, c'est pas rien de le dire, et qui est vraiment l'usine du monde, le supermarché du monde, avec une largeur, une profondeur de gamme qui n'a nul égal par ailleurs. Donc on va plutôt faire du nearshoring, donc on va relocaliser dans des pays toujours à bas qu'une main-d'œuvre, mais pour sortir de cette dépendance. Ça veut dire que la relocalisation, par exemple, en Europe, c'est pas forcément en Europe, ça peut être aux frontières de l'Europe, en Afrique du Nord, par exemple. C'est effectivement ce qu'on appelle le global, on passe d'un système totalement mondialisé, un système beaucoup plus régionalisé où on va rapprocher quelque part les bassins de production des bassins de consommation. Donc ça veut dire l'Asie pour l'Asie, le bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est quand ça sera un peu plus stabilisé pour l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pour l'Amérique du Nord. Ça veut dire que globalement, toute cette duplication, ça va entraîner une hausse des coûts, non ?
Alors cette duplication, potentiellement, ça peut entraîner une hausse des coûts, ça peut entraîner aussi une meilleure résilience des supply chains des entreprises, donc il y a toujours un équilibrage à trouver, mais ça peut aussi entraîner une plus grande agilité. Ouais. Le monde de la mondialisation, c'était un monde où il y avait une prévisibilité de la demande qui était très forte. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde d'incertitude, donc le fait de se rapprocher comme ça des bassins de consommation, ça permet d'être plus agile par rapport à ces variations de demande. Il y a deux risques qui sont relégués à la fin de la liste. C'est la pandémie qui est à la 9e place. Et puis, il y a le risque RSE. Ça n'est pas un sujet. Pourtant, on a vu cette année des exemples d'entreprises comme Téléperformance qui ont un problème dans un pays et ça fait chuter le titre. Mais c'est drastique. Pourtant, il n'y a pas cette prise de conscience dans les entreprises que ça peut être un risque. Alors, il y a quand même une prise de conscience au sens où ça apparaît quand même dans le top 10. C'est la deuxième année uniquement où ça apparaît dans le top 10. Bien avant, c'était relégué dans les limbes du classement. Donc, on peut s'en réjouir. Je vous accorde que c'est déceptif parce que c'est inversement proportionnel à l'exposition médiatique que l'on peut en faire ou la communication des entreprises. Après, il faut être mesuré. Il faut distinguer les secteurs. Les secteurs les plus exposés, en particulier ceux qui vont être dans le domaine du B2C, qui sont exposés à des controverses. Ceux-là ont commencé à faire leur mue et ont entamé des démarches qui sont plutôt vertueuses. Pour le reste, on est encore loin du compte. Merci beaucoup Laurent Giordani, associé fondateur de Q Associés, pour cette vision globale de l'évolution des chaînes d'approvisionnement à travers la planète.